Sur le plan de la création, Walt Disney pouvait gérer tous les problèmes. Il criait, il tempêtait. Il pouvait lui consacrer toute son énergie. Mais cette situation, non, il ne la comprenait pas. Depuis des mois, les employés du studio Disney réclament de meilleurs salaires, le paiement des heures supplémentaires et un système uniformisé pour déterminer les intitulés de poste et les mentions au générique. Walt Disney considère ces revendications comme le cheval de bataille de quelques têtes brûlées et agitateurs syndicalistes. Mais le 29 mai 1941, près de la moitié du département création débraye pour rejoindre le piquet de grève. Dès les premières semaines, les rangs des manifestants enflent et leur voix se fait plus forte. Le studio déjà affaibli est gravement menacé. Les recettes des 2 derniers longs métrages, Pinocchio et Fantasia, ont été décevantes et les investisseurs désertent. L'action de la société chute de 25 à 4 $. Walt Disney a besoin d'un succès, et vite. Mais ses employés semblent déterminés à faire capoter les 2 seuls projets du studio, Dumbo et Bambi. La grève s'éternisait et l'humeur virait à l'aigre. La colère montait chez tout le monde. Walt Disney était furieux. Un mois après le début de la grève, Walt Disney refuse de reconnaître le syndicat représentant ses employés, la Screen Cartoonist Guild. Il refuse de négocier avec son dirigeant, Herbert Sorrell. Et il refuse de présenter ses excuses à l'homme dont le licenciement a tout déclenché, un de ses plus anciens animateurs, Art Babbitt. Un jour, Babbitt a vu Disney arriver en voiture au portail. Ni une ni deux, il s'est jeté sur le mégaphone en criant à plein poumon « Voilà le grand homme !» Et il s'est répandu en invectives. « Honte à toi, Walt Disney !» La foule applaudit à tout rompre. Walt Disney saute de voiture et charge Babbitt. Il faut séparer les 2 hommes. Walt Disney a du mal à croire que la plupart de ses salariés ont pris le parti du syndicat contre lui. Il soupçonne un complot, un gros complot. Il achète une pleine page de publicité dans le magazine Variety pour faire connaître sa position. Il avait besoin d'un méchant, d'un bouc émissaire sur qui rejeter la faute. Et à cette époque, et encore plus tard, le spectre du communisme était très en vogue à Hollywood. Il s'est changé en capitaine d'industrie typique. En ce temps-là, pour la plupart des PDG américains, le syndicalisme était l'émanation du communisme. Sur ce point, Disney était parfaitement conventionnel. Walt Disney se voit bombardé de reproches. Et il n'en a pas du tout l'habitude. La situation est catastrophique, écrit-il à un ami. L'esprit qui avait présidé à la construction de l'industrie de l'animation est détruit. Je suis atteint de désillusion et découragement. Le lendemain, Disney quitte Los Angeles pour une tournée de 10 semaines en Amérique du Sud. Il laisse le casse-tête à Roy, son frère et associé de longue date. Il a pris la poudre d'escampette, voilà.
Il n'en pouvait plus de toute cette affaire. Et il voulait s'évader et faire autre chose. L'Amérique latine a été un soulagement pour Disney. Partout où son avion atterrissait, il était acclamé. Les dignitaires l'invitaient à dîner. Tout le monde l'aimait. Le contraste entre l'accueil chaleureux de l'Amérique du Sud et l'hostilité qu'on lui avait montrée à Los Angeles ne lui a pas échappé. Walt Disney est toujours sur la route en Amérique latine lorsque son père décède brutalement. Il refuse d'abréger son voyage pour assister aux obsèques d'un homme avec lequel il a été en conflit toute sa vie. Roy ne s'en plaint pas. Il préfère savoir Walt et son tempérament explosif à bonne distance pendant qu'il tente de faire la paix avec le syndicat. Roy Disney avait senti le vent tourner. Il était conscient que le studio allait se syndiquer, que ça lui plaise ou non. Il voulait régler le problème et reprendre le travail. Lorsque Walt Disney rentre, à la fin du mois d'octobre, Roy a négocié un accord et les employés ont repris le travail. Ils ont obtenu presque tout ce qu'ils demandaient. Le département création se remet en route. Mais Walt Disney ne se sentira plus jamais en famille au studio. Ma femme était secrétaire à la direction du personnel. Un jour, on l'appelle dans le bureau de Walt pour aider à classer les dossiers. Il contenait les fiches avec le nom des gens qui avaient participé à la grève. Elle devait les ranger dans un autre classeur. Walt Disney est arrivé, il a demandé si tout se passait bien. Elle a dit « Pourquoi on fait ça ?» Il a répondu « De ce côté, ce sont les gens qui sont loyaux envers Disney. De l'autre, ceux qui un jour ou l'autre ne seront plus là. » Après la grève, Disney se méfie de tout le monde. Un de ces grands animateurs qui avait travaillé sur Blanche-Neige a dit « Walt Disney était un grand homme, un génie. Si vous étiez de son côté, c'était le meilleur des amis. Si vous le cherchiez, c'était un fiefé salaud. » Quelques mois à peine après cette grève douloureuse, la Seconde Guerre mondiale s'invite au studio. La plupart des bâtiments sont réquisitionnés pour servir de base aux troupes anti-aériennes. Walt Disney fait bonne figure, surtout pour ses deux filles, mais la société Disney se porte mal. À l'été 1942, les sources de financement de longs métrages sont taries. L'entreprise vivote en produisant des films de propagande ou de formation pour le gouvernement. Winter sure is long, isn't it? It seems long, but it won't last forever. Walt Disney compte sur un gros succès au box-office pour relancer son studio I'm chancelant. awful hungry, Mother. Il est persuadé que Bambi va combler ses espoirs. Il porte ce film depuis 5 ans. Il a tenu le projet à bout de bras au pire moment de la grève. Bambi! Bambi, come here. Look. New spring grass. Lorsque Bambi sort enfin, en août 1942, c'est sans conteste le long métrage le plus ambitieux de l'histoire du studio. Une extraordinaire peinture du monde de la nature dans toute sa beauté et ses périls. Bambi, quick! The thicket!
Cette scène a traumatisé toute une génération. C'est presque un pantomime avec la neige qui tombe. La réalisation était d'une audace absolue. Your mother can't be with you anymore. Come, my son. Bambi a été un triomphe pour Disney, dans le sens où l'animation n'avait jamais poussé le réalisme aussi loin. Mais quand le film est sorti, c'était presque comme si Disney, en l'espace de 2 ans, était déjà démodé. La première exploitation ne couvre pas les frais de production. Walt Disney peut toujours dire à ses investisseurs et à lui-même que la guerre est responsable des pertes. Cet échec, subi juste après la grève, lui ouvre les yeux. Il ne peut plus nier l'évidence. Il a trop investi dans les longs métrages d'animation. Trop d'argent, d'énergie, de travail, trop de lui-même. Et qu'en a-t-il retiré? Une société en perte de vitesse, des employés qui se sont retournés contre lui, une montagne de dettes, les critiques acerbes de la presse politique, du monde des arts et du cinéma. La grande époque de l'expérimentation était révolue. Dans le métier, on appelait les 5 premiers longs métrages de Disney les 5 grands. Ils comprenaient Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Bambi et Dumbo. Individuellement, ces films ne se ressemblent pas du tout. On parle du style Disney, mais il n'existait pas de style Disney à l'époque. Pinocchio n'a rien de commun avec Bambi. Bambi n'a rien à voir avec Dumbo. Le paradis que Disney avait trouvé sur Hyperion Avenue et dans les premiers temps du studio de Burbank n'est plus. Et ce paradis perdu a entraîné avec lui l'ambition et la grandeur de sa vision de l'animation. Ça n'a plus jamais été pareil. Walt, how did you happen to choose the tales of Uncle Remus as the story for Song of the South? Well, Johnny, I first heard the stories of Uncle Remus when I was a boy down in Missouri. And since then, they've been among my favorites. Your favorites and a million others. The Uncle Remus stories are a piece of American Les contes de folk. l'oncle Rémus font partie du folklore And that américain. is the kind of story C'est le genre Walt d'histoire is qui intéressait interested in Walt après la after guerre. World War II. It's a way for C'était him sa to façon sort de of s'éloigner break des away contes de from the fées européens European dont il avait fait sa fairy base tale is the narrative. foundation of his narratives. He sees it as being Il very se retrouvait personal dans ces and contes speaking qui to parlaient his à own l'enfant en sense of lui. boyhood. Pour réduire les coûts de production de Mélodie du Sud, Walt Disney mélange des séquences en prise de vue réelle, moins chères, et de l'animation. Il n'a pas le choix. Ses banquiers ne souhaitent plus risquer leur argent sur les longs métrages animés du studio Disney, même après la fin de la guerre. De nombreux animateurs des débuts ont quitté Burbank, et le matériel autrefois si sophistiqué rouille comme un tas de ferraille dans un terrain vague. Walt Disney l'admet. Des jours de gloire d'avant-guerre, il ne reste plus au studio qu'un seul atout solide et encore intact. Son sens instinctif du récit et sa façon de le raconter. C'est une histoire d'outsider. Un jeune garçon blanc affreusement malheureux,
un jeune garçon noir qui est son meilleur ami, l'oncle Remus, un vieux philosophe et conteur noir, et dans les segments animés, Frère Lapin lui-même. On y retrouve la démagogie caractéristique des histoires de Disney. Le plus faible finit par triompher, il déjoue les plans de ses puissants adversaires, il manœuvre, il fait ce qu'il faut pour gagner. Walt Disney pense au conte de Joel Chandler Harris depuis des années. Il a pris une option sur le livre en 1939, quand il dépensait sans compter après le succès de Blanche-Neige. Mais si les histoires sont simples, la politique l'est moins. Harris a planté le décor dans le Sud profond, juste après la guerre de Sécession. L'adaptation va devoir aborder les questions de l'esclavage et du racisme en Amérique. L'entreprise est risquée après la Seconde Guerre mondiale, alors que les suprémacistes blancs se battent bec et ongles pour maintenir la ségrégation dans le Sud. Le problème était de savoir si les Afro-Américains pouvaient accepter cette joyeuse image d'Épinal, sachant qu'ils venaient de vivre le chapitre le plus horrible de l'histoire des États-Unis. Les droits civiques n'étaient pas encore à l'ordre du jour, mais pour l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur et pour les soldats qui rentraient de la guerre après avoir combattu au nom d'une société égalitaire, l'Amérique devait affronter cette partie de son histoire, cette douleur profonde qu'ils partageaient tous. Il n'était pas question de l'étouffer sous des contes à l'eau de rose. Jusqu'à ce jour, les questions sociales n'avaient jamais préoccupé Walt Disney. Mais pour présenter les Noirs du Sud comme il le voulait, par le biais d'un conte folklorique essentiellement basé sur des stéréotypes, il allait devoir s'appuyer sur des sources solides. Walt Disney sollicite l'avis d'intellectuels et d'activistes afro-américains célèbres, dont le chef de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Il peut faire des merveilles pour changer l'opinion publique, lui dit un universitaire, mais seulement s'il évite les clichés les plus blessants, comme les scènes où d'anciens esclaves chantent à tue-tête de joyeuses chansons dans les plantations du Sud. Disney en prend note, puis suit son instinct. Quand on lui donnait des conseils, il n'y prêtait pas grande attention. Et comme d'habitude, il s'en est tenu à sa vision des choses. Pour la première de Mélodie du Sud, Walt Disney choisit Atlanta, en Géorgie, l'endroit même où est sortie 7 ans auparavant la célèbre fresque sur la guerre de Sécession, Autant en emporte le vent. Tous les acteurs qui ont joué les premiers rôles de blancs sont présents. Mais il manque James Baskett, qui incarnait Remus. La loi de Géorgie interdit à la vedette du film d'entrer dans un cinéma réservé aux blancs. Zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-yay. C'est comme si Walt s'était abstrait du contexte social. C'est stupéfiant. Les critiques sont divisées. C'est une production magnifique de bout en bout, écrit l'un d'eux, dans une plantation du vieux Sud traditionnel, un endroit de rêve où les magnolias fleurissent et où les Noirs chantent toute la journée. Un must absolu pour les enfants. I sure is sorry, Miss Sally. No, it's my fault. I should have known you couldn't stop telling your stories. I don't like to say this, Uncle Remus, but from now on, I want you to stay away from Johnny. You understand? D'autres, comme le New York Times, d'habitude si positif, éreintent Walt Disney. Vous portez un regard empreint d'une telle tendresse sur la relation maître-esclave qu'on pourrait presque imaginer que pour vous, Abraham Lincoln a fait une erreur. L'Association nationale pour la promotion des gens de couleur dénonce une image de l'esclavage dangereusement glorifiée. De nombreuses sections locales appellent au boycott. Disney a été complètement déconcerté par le mauvais accueil réservé à Mélodie du Sud.
Il croyait dur comme fer dans ses récits. Ces histoires profondément américaines accédaient enfin au grand écran et dans un long métrage. Il était choqué et démoralisé par ces réactions négatives. Walt Disney se convainc que ce sont ses vieux ennemis, les communistes, qui orchestrent ces attaques. Il n'attendait que l'occasion de frapper depuis la grève. Il pullulait à Hollywood, dira-t-il plus tard. Beaucoup espéraient me voir plonger. En 1947, un nouveau studio d'animation, United Productions of America, fait parler de lui. Les fondateurs d'UPA proposent une vision bien différente. Ils mènent une véritable révolution créative contre tout ce que défend Disney. Qui a décrété que le but de l'animation était le réalisme ? Pourquoi ne pas exploiter les tendances de l'art moderne? Pourquoi ne pourrait-on pas faire ce genre de dessin animé au lieu d'y introduire ce fichu réalisme tout le temps? Et soudain, UPA est devenu l'endroit où on pouvait expérimenter. On avait une approche totalement nouvelle, à l'opposé de celle de Disney. On s'inspirait des grands maîtres, Picasso, Miro et les autres. Et on a inventé un nouveau graphisme. C'était de l'animation d'avant-garde, de l'art moderne. Walt Disney tient UPA à l'œil. La concurrence ne lui fait pas peur, mais il est furieux qu'Art Babbitt soit passé chez eux. Pire encore, de nombreux dessinateurs et animateurs qui ont quitté le studio Disney ou été mis à la porte après la grève l'ont suivi. La rivière Burbank passe devant le studio Disney puis continue sur 2 ou 3 kilomètres jusqu'au studio UPA. Disney appelait les gens d'UPA les foutus communistes là-bas. Walt était curieux. Il nous envoyait des espions pour voir ce qu'on faisait là-bas. Il nous traitait de communistes. Labor strife on the movie front. California studios picketed in a dispute between rival unions. A jurisdictional quarrel now seriously. Dans les premières années de l'après-guerre, une autre série de grèves paralyse Hollywood. Et les patrons de studios sont déterminés à affaiblir les syndicats. Walt Disney en fait partie. Il est l'un des fondateurs de l'Alliance des producteurs pour la préservation des idéaux américains. Une organisation qui s'est donnée pour mission de protéger l'industrie du cinéma de ce qu'elle appelle les communistes, les radicaux et les cinglés. En octobre 1947, Walt Disney saisit l'occasion de se venger de ses ennemis imaginaires. Il est invité à Washington pour témoigner devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Le sujet, les rouges dans le cinéma, et ce qui sous-tend la nouvelle vague de grève contre les studios d'Hollywood. Avec une douzaine d'autres pontes et célébrités, Disney est considéré comme un témoin amical. And at the present time, you own and operate the Walt Disney Studio at Burbank, California. Ses premières paroles visent à rassurer la commission. Il dirige une entreprise saine, non polluée par les communistes. Mais il poursuit en livrant des noms, et parmi eux, celui d'un des leaders de la grève qui a affecté le studio en 1941. I believe at that time that Mr. Sorrell was a communist because of all the things that I had heard and had seen his name appearing on many of the Commie Front things. And when he pulled the strike, the first people to smear me and put me on the unfair list were all of the Commie Front organizations. My boys, my artists, came to me and told me that Mr. Sorrell, Herbert Sorrell, was Herbert K. Sorrell. Herbert K. Sorrell. He laughed at me and told me that I was naive, I was foolish. He said, "You can't stand this strike, that I'll smear you and I'll make a dust bowl out of your place if I choose to." Son témoignage s'est concentré sur les meneurs syndicaux.
Qu'ils soient communistes, de droite ou de gauche, ils ciblaient les leaders syndicaux. Les auditions ont eu lieu en 1947. La grève datait de 1941, un écart de 6 ans. Cela montre que Walt avait la rancune tenace. Il ne pardonnait jamais. Il s'était fait son propre film sur la manière dont les choses s'étaient passées. Et c'est pour cela qu'il a dénoncé Sorel comme communiste. Il n'avait aucune preuve. Il a juste dit « c'est sans doute un communiste ». Ça ne suffit pas pour un procès. Les témoignages de Disney et d'autres témoins amicaux comme Ronald Reagan et Gary Cooper sont applaudis. La prochaine offensive des studios contre les militants syndicalistes y gagne une large couverture médiatique. La liste noire était faite pour débarrasser l'industrie des gauchistes. Les studios se sont mis d'accord pour ne pas employer de communistes avérés ou supposés. Disney n'en était pas l'instigateur, mais il faisait partie de ce mouvement. À la suite de cela, beaucoup de gens ont perdu leur gagne-pain et des carrières ont été brisées. Après ce témoignage public, Walt Disney abandonne la lutte politique. Il n'a pas le cran de livrer une longue bataille idéologique, et ça ne l'intéresse pas. Il ne souhaite qu'une chose, retourner au travail. Disney, give me some more details of your leprechaun hunt. I just hope that I can find that leprechaun with the pot of gold, because I could really use that in Hollywood with the cost of production going up the way it is. En 1948, le studio tourne à plein régime, mais il s'éparpille. Walt Disney cherche son prochain gros succès. Il se rend en Grande-Bretagne pour lancer la production d'une série de films en prise de vue réelle, dont le premier est une adaptation de L'île au trésor. D'autres sont réalisés aux États-Unis, comme Danny, le petit mouton noir, une évocation nostalgique de l'Amérique profonde à l'aube du XXe siècle. Il se calfeutre une semaine dans une chambre d'hôtel de New York afin de regarder la télévision et d'étudier le potentiel de ce nouveau médium. Il emmène sa fille Sharon en Alaska, sur les lieux du tournage de son premier documentaire animalier, L'île aux phoques. Quand Disney se lance dans le documentaire, il fait ce qui lui vient naturellement. Walt Disney raconte des histoires. Il visionne les milliers de mètres de rush à la recherche de ses personnages. Il y a la maman phoque, la fille, le méchant, et plus tard ils vont se battre. Ils doivent se battre. Si ces images n'existent pas, il faut les tourner. Il crée une dramaturgie. Since no one else will nurse him, let's hope Mother comes home soon. For if anything has happened to her, this pup will surely die. There are no orphans on Seal Island. Pour lui, c'est le moyen de tirer un film d'animation d'images réelles. Yes, here they are at last, right on schedule, swimming and diving playfully as though glad their journey is over. But they don't seem in any great hurry to go ashore. Il doit se diversifier. Il n'a pas d'argent. Et le tournage ne coûte pas cher. Les phoques ne se mettent pas en grève. L'île aux phoques remporte un Oscar et inaugure une nouvelle collection de documentaires animaliers rentables, intitulée « C'est la vie ». Mais Walt Disney ne ressent pas l'exaltation que lui procure l'animation, et en 1949, il est prêt à s'y remettre. Roy se rebiffe, c'est trop cher, trop risqué. Les deux frères s'affrontent violemment. Walt Disney se montre inflexible. Trouve des fonds pour les films d'animation ou vend l'affaire, intime-t-il à Roy. Ce dernier claque la porte. Le studio te rend dingue, dit-il en partant, mais tu ne m'entraîneras pas avec toi. Comme d'habitude, Roy finit par accéder au désir de son frère. Il accepte de lever les $2 millions nécessaires pour financer un nouveau projet d'envergure,
Cendrillon. Mais une fois la production lancée, Walt Disney se montre étrangement détaché à l'égard de ce dernier grand projet. L'enthousiasme et le sentiment d'innover qu'il avait porté à l'époque de Blanche-Neige ont disparu. Loin de s'investir à fond dans le film, il laisse le plus gros du travail à son équipe. À près de 50 ans, il se sent soudain usé, au point qu'une infirmière fait désormais partie des salariés de la société Disney. Tous les après-midi à 5 heures, Hazel George se rend dans le bureau de Walt Disney pour lui appliquer des compresses chaudes dans le dos, lui offrir un scotch ou deux et une oreille amicale. C'était une femme très agréable. Walt s'était blessé en jouant au polo et il allait voir Hazel presque tous les soirs pour qu'elle lui masse le dos et les hanches, parce qu'il souffrait beaucoup. Hazel George est devenue l'une des rares personnes à qui il pouvait se confier. Il n'avait pas de relation sexuelle. Ça n'avait rien à voir. Mais avec elle, il pouvait parler de tout et compter sur sa discrétion. Il était très célèbre, il avait du pouvoir, il menait la danse. Mais il est difficile de dire que Walt Disney avait des amis vraiment proches, des intimes avec qui il pouvait tout partager. Disney est au creux de la vague. Il dit « Je me rends compte que je ne ferai jamais aussi bien que Blanche-Neige. » Quand on pense que Walt Disney a toujours été tourné vers l'avenir, qu'il a toujours tenté d'ouvrir de nouvelles voies, qu'il n'a vécu que pour l'excellence, on s'étonne de l'entendre avouer, non seulement à lui-même mais publiquement, qu'il n'égalera jamais Blanche-Neige. C'est vraiment la réaction d'un homme en crise. À l'automne 1948, Walt Disney suit les conseils de son médecin et prend des vacances, comme il l'avait fait 20 ans auparavant. Hazel George a remarqué l'immense circuit de trains électriques qu'il a installé dans son bureau. Elle lui suggère de se rendre à un congrès de compagnies ferroviaires dans l'Illinois. Il invite un autre passionné à l'accompagner. « Bon sang, vous vous amusez comme un gamin », dit-il à l'animateur Ward Kimball. Au cours du voyage, tout en sirotant une liqueur de whisky irlandais, Walt Disney lui raconte l'histoire de sa vie, de Marceline à Hollywood. Arrivé à Chicago, il ne tient plus en place. Disney retrouvait là ses racines. Dans son esprit, le train était associé à l'enfance, à l'endroit où il avait grandi, à la voie ferrée qui traversait le centre de Marceline en passant à côté de chez lui. Le train lui rappelait son enfance évanouie. Il rentre à Los Angeles en proie à une nouvelle obsession. Il veut un modèle réduit de locomotive. Il en ordonne aussitôt la construction au studio. Il passe presque tous les jours à l'atelier de mécanique pour constater les progrès. Il y reste bientôt 3 ou 4 heures d'affilée, revient le soir, puis toute la journée du samedi. Le chef machiniste lui réserve un poste, des outils et le met au travail. Walt Disney construisait des trains de ses propres mains. Du travail manuel. Le grand Walt Disney consacrait toute son énergie aux trains électriques.
Un critique de cinéma du New York Times, invité durant la production de Cendrillon, écrit qu'il a trouvé Walt Disney uniquement presque trop occupé par sa locomotive miniature et ses wagons. Tout son enthousiasme pour l'invention, pour la création de mondes imaginaires, semblait se porter sur ses jouets. Au début de l'année 1950, lorsque Cendrillon sort enfin, malgré l'indifférence de Walt, les critiques saluent le retour tant attendu du format Disney classique, un film à ne pas manquer. Now, let's see, dear. Your size and the shade of your eyes. Something simple, but daring too. Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi. Oh, it's a beautiful dress. Roy est optimiste. Ses premiers articles lui font présager des recettes brutes de 5 à 6 millions de dollars. Le film en rapportera près de 8. It's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. But like all Walt Disney se réjouit de l'aisance financière dont le studio va disposer. Il est content d'avoir de bonnes critiques, mais il voit toutes les imperfections du film, toutes les économies de bout de chandelle. En ce qui le concerne, on est loin de Blanche-Neige. Ses intérêts demeurent ailleurs. Il bâtit un modèle réduit de la grange de Marceline derrière chez lui, à Holmby Hills. Et il y traîne pendant des heures, en salopette, chemise de flanelle et casquette de mécano, à concevoir le circuit et à assembler la locomotive. C'était drôle. On voyait des photos de lui avec son train teuf-teufant autour de la maison. Je crois qu'il s'amusait beaucoup. C'était le jouet qu'il n'avait jamais eu quand il était petit. C'était du plaisir à l'état pur. Mais ce train représente davantage qu'un jeu pour Walt Disney. Lorsque Salvador Dali lui rend visite, il comprend de quoi il retourne. Disney cherche un idéal, et le grand peintre surréaliste est soufflé par la grandeur de ses aspirations. Une telle perfection n'est pas faite pour une maquette, lui dit-il. Il trouve là du réconfort, une échappatoire et un palliatif aux déceptions et aux problèmes qui l'affligent à cette période de sa vie. Je ne peux pas contrôler mes employés, je ne peux pas contrôler la scène politique, je ne peux même pas contrôler ma société. Mais je peux recréer ce monde dans le moindre détail. Je peux même faire passer un tunnel sous les plates-bandes fleuries de ma femme. Il m'appartient. C'est un monde parfait, vivant et sécurisé. Début 1952, Lillian Disney sent qu'une grande idée prend forme. C'était l'un de ces moments, dit-elle, où l'imagination de Walt partait dans la stratosphère et où tout explosait. Elle sait que Walt a liquidé des avoirs personnels détenus depuis longtemps. Il vend leur villa de Palm Springs et emprunte 100 000 $ sur son assurance vie. Il va jusqu'à céder les droits sur son nom à Walt Disney Productions. Il fonde alors une toute nouvelle société,
et se lance dans une toute nouvelle entreprise. Il a acheté un petit bâtiment derrière le studio et a créé une société nommée WED, d'après ses initiales, Walter Elias Disney. Il s'entoure de quelques personnes, comme au début avec Mickey, et cherche des idées. WED, c'était le bon vieux temps. Walt Disney a un projet bien précis pour lequel il a déjà élaboré des plans. Il compte le construire sur un terrain vacant dont il est propriétaire, derrière le studio. C'est une idée qu'il caresse depuis des années. Quand ses filles étaient petites, il voulait les emmener dans des endroits où elles s'amuseraient. Mais chaque fois qu'il allait à un carnaval ou dans un parc d'attractions, les forains avaient l'air sales et grossiers et le site dégoûtant. Il voulait créer un lieu où les gens pourraient prendre du bon temps en famille. Et dès qu'il avait une idée, elle prenait rapidement de l'ampleur. Le parc se nomme d'abord le village de Mickey, mais devient vite Disneyland. Dès la fin 1952, les 3 hectares du petit terrain prévu à côté du studio ne suffisent plus. Disney sélectionne quelques membres de l'équipe de production et les transfère chez WED. « Vous allez travailler pour Disneyland et ça va vous plaire », explique-t-il à un dessinateur ébahi. Roy trouvait l'idée délirante. Un parc de loisirs? Non. Cela allait coûter des dizaines de millions de dollars. Et ça ne marcherait pas. Les parcs d'attractions étaient des fêtes foraines. On y allait pour vivre des sensations fortes sur des manèges follement rapides. Des aboyeurs vous invitaient à voir Tom Pouce ou la femme géante. C'étaient des endroits où les règles ne s'appliquaient pas. Quand Walt a annoncé à sa femme qu'il allait créer un parc, elle est tombée des nues. Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? C'est dangereux. Les gens qu'on y trouve ne sont pas fréquentables. Walt a répondu, le mien sera différent. Le nouveau concept de Disney se rapproche de ses toutes premières idées commercialement rentables. Tout comme il a intégré une Alice en chair et en os dans un dessin animé, il pense pouvoir plonger les gens dans une véritable aventure en 3 dimensions. Il va leur construire un monde imaginaire exactement comme il a construit son chemin de fer. Il a eu une révélation, une illumination. Imaginez, il allait se servir de ces films, des décors qu'il avait inventés, qui n'étaient que des dessins au crayon de couleur sur papier, pour créer un univers dans lequel on pourrait se promener. Il allait passer du dessin à la réalité. C'était une idée géniale. Mais il y avait un problème. Où trouver l'argent? So you see, this is the result of being a good boy for 30 years. Santa finally came across. See the little throttle in there? See that thing, man? This up here, this is the whistle. Depuis la fin des années 40, Walt Disney cherche le meilleur moyen d'exploiter le nouveau médium de la télévision. En 1950, il fait un galop d'essai en présentant une émission de Noël intitulée « 1 heure au pays des merveilles » pour promouvoir un de ses films. Le programme rafle 90% de part d'audience et s'attire des critiques enthousiastes. Walt Disney peut conquérir la télévision quand il veut, écrit le New York Times. You kids help me with the magic words. Bibbidi, bobbidi.
Les 3 chaînes principales le pressent de réaliser d'autres émissions et à l'été 1953, Walt Disney brûle de signer un contrat. Roy se rend à New York pour faire une offre à chacune des grandes chaînes. Les Disney acceptent de produire une émission hebdomadaire et fixent un prix. Le réseau qui obtiendra le contrat devra fournir la majeure partie des 5 millions de dollars nécessaires à la construction de Disneyland. Un samedi, quelques jours avant les réunions de présentation, Roy décide qu'il lui faut un outil de vente qui n'existe pas encore, un dessin du parc. À ce stade, seul Walt Disney peut visualiser Disneyland. Tout est dans sa tête. Roy appelle son frère, qui se tourne vers l'un de ses anciens directeurs artistiques. Il le supplie de l'aider, les larmes aux yeux, comme un petit garçon, se souvient Herb Ryman. Walt Disney reste aux côtés de Ryman pendant plus de 48 heures d'affilée. Il lui apporte des sandwichs et des milkshakes et lui décrit sa vision dans des nuées de fumée de cigarettes. Walt lui donnait ses instructions. Le château doit être plus grand. On va mettre Frontierland ici. Il y aura peut-être un village indien. Il le dirigeait comme un chef d'orchestre dirait « plus fort les altos ». Et Herb Ryman a tout dessiné. Le dessin est expédié par avion le lundi, mais Roy a tout de même du mal à conclure un accord. NBC et CBS ne voient pas pourquoi ils financeraient un rêve appelé Disneyland. Il lui faut des mois pour convaincre ABC, la 3e valeur sûre de la télévision, de mordre à l'appât. Walt Disney en plaisantera plus tard. La chaîne avait tellement besoin de l'émission qu'elle a acheté le parc d'attractions. C'était une transition dangereuse pour lui et pour l'entreprise. Allait-il réussir ou échouer? Un échec aurait mis en jeu l'avenir de sa société. Ce parc était un manifeste sur l'homme qu'il était, sur ce qu'était la société Walt Disney et sur ce qu'était l'Amérique à ses yeux. Il y croyait profondément. Un site de 64 hectares est choisi à Anaheim, en banlieue de Los Angeles. Pour concrétiser l'idée de Disney, il faudra 3800 mètres cubes de béton, 93 000 mètres carrés d'allées asphaltées et des tonnes de fleurs et de végétation. Les plans comportent une réplique à l'échelle 3/4 d'une rue principale des années 1890, étrangement évocatrice de Marceline. Des rivières artificielles pour le bateau à vapeur de Frontierland et la croisière dans la jungle d'Adventureland. Et un imposant château bavarois dont les tours de 25 mètres dominent Fantasyland. Un chemin de fer à voie étroite de près de 2 km fera le tour du parc et au-delà, un talus de 6 mètres de haut empêchera le monde réel d'y pénétrer. La première fois que j'ai vu Disneyland, c'était un immense terrain poussiéreux sillonné par des bulldozers où on abattait des orangers et où on construisait des structures en béton. Je me suis dit, on ouvre dans 6 mois? Comment diable va-t-on y arriver? L'Amérique du milieu des années 50 désire s'évader et s'amuser. Et de plus en plus de gens en ont les moyens. Les Américains s'installent dans les banlieues. Les postes de télévision s'introduisent dans les salons et de meilleurs salaires permettent de s'offrir des divertissements, des voyages, des jouets. La génération du baby-boom, le pic de natalité de l'après-guerre, atteint l'âge d'aller à l'école.
Ces enfants sont peut-être trop jeunes pour conduire la voiture familiale, mais ils sont assez grands pour orienter les dépenses de leurs parents. Ce sont des gamins de 8 ou 9 ans et ils sont en quête de valeurs culturelles différentes de celles des années sombres de la Grande Dépression et de la guerre. American Motors, builders of Nash automobiles, Kelvinator home appliances, and Hudson Motor Cars present Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Here now to tell you about it is Walt Disney. Welcome. I guess you all know this little fella here. It's an old partnership. C'était l'un des meilleurs vendeurs de notre temps, parce qu'il n'a jamais essayé de vendre une chose en laquelle il ne croyait pas. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Seen from about 2,000 feet in the air and 10 months away. Walt Disney a créé une formidable attente pour Disneyland. Les gens, en particulier les enfants, se représentaient un lieu magique qu'il fallait voir à tout prix. Il en a fait une destination de choix. We hope that through our television shows that you will join us and take part in the building of Disneyland, and that you will find here a place of knowledge and happiness. Il était très modeste, ouvert, il paraissait très abordable, et il n'était jamais condescendant. Il s'adressait aux enfants d'égal à égal. Walt devient le maître des rêves et des espoirs, mais pas de façon rébarbative, pas de façon inaccessible. Now at the foot of Main Street, about where you're sitting, is the plaza. Cet homme était capable de réaliser vos rêves. Shooting out from here, like the four cardinal points of the La série d'émissions propose un sommaire différent chaque semaine et offre un gros plan sur l'un des 4 royaumes du parc en construction. They are Adventureland, Tomorrowland, Fantasyland, and Frontierland. Frontierland, ou le Far West mythique. Dans les cours de récréation, on ne parle plus que du feuilleton présenté à ce moment de l'émission. Now in our TV series from Frontierland, we're going to tell about these real people who became legend, like Davy Crockett. Les épisodes de Davy Crockett sont diffusés entre décembre 1954 et février 1955. Davy Crockett, Indian fighter. Les enfants se prennent de passion pour le trappeur légendaire. Davy Crockett était un homme simple, franc, carré, dynamique, le type même du héros farouche, qui triomphe toujours. Il incarnait une vision nostalgique et idéalisée du mal américain. Davy Crockett est un personnage incroyablement subversif. À l'époque, il ne ressemble à aucun autre héros pour enfants. Quand il arrive au camp d'Andrew Jackson, son premier acte est de désobéir aux ordres. Excuse me, General. Well, what do you want? Nothing much. Dropped in to say goodbye. Goodbye? Where do you think you're going? Home? You're going after Red Stick with the rest of my command. This war isn't over yet. I ain't quitting the war. Me and my neighbors will be back directly. You see, General, we only volunteered for 60 days, and that's long since up. Catching Red Stick's liable to take up the rest of the year. We got to see our families is took care of before we start out on anything like that. Well, Major, desertion is a serious crime in the Army, Crockett. We ain't quitting the war. I told you we was coming back. You're confined to this camp. That's an order. My missus would worry about me. Sorry, General. Les films de Disney poussaient les enfants à imiter Davy Crockett et à avoir confiance en eux-mêmes. Leur message était « Écoutez-vous,
N'obéissez pas aux détenteurs de l'autorité si vous pensez qu'ils ont tort. Oh, Davy, you're back. L'audience a littéralement explosé, et elle n'a cessé de croître au fil des épisodes. Lorsque le dernier épisode de la série Davy Crockett est diffusé, un quart de la population américaine est devant son petit écran. La chanson du générique est propulsée à la première place des ventes. Dans tout le pays, garçons et filles arborent des toques en poils de raton laveur à l'image de leur héros. La série Davy Crockett a provoqué un séisme dans la culture américaine comme peu de choses l'ont fait. On peut citer Elvis Presley, les Beatles. Davy Crockett, c'était la même chose. Ça a fait sensation. En pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, Davy Crockett devient l'un des symboles de la culture populaire, car la guerre idéologique se mène aussi sur le terrain des mots, des images et des histoires. Davy Crockett avait une phrase célèbre. « Si tu es sûr d'avoir raison, fonce ». Je crois que c'est ainsi que les Américains voulaient se voir pendant la guerre froide. On est sûr d'avoir raison et on va foncer quoi qu'il arrive. Dans ses dessins animés, Walt recréait un monde idéal et artificiel, un monde qu'il comptait bien matérialiser avec Disneyland. Il a toujours pensé ce parc comme une animation vivante, une fiction devenue réalité. Il se disait que les gens adoreraient entrer dans un film, pas juste en être les spectateurs. Dans le parc, on déambule au cœur d'une histoire. On a travaillé très dur, et c'était la volonté de Walt, pour qu'à aucun moment, le public ne décroche de cette histoire à cause de détails discordants, comme un anachronisme, par exemple. Même les poubelles étaient assorties au thème de l'histoire. Walt Disney se rend dans la ville d'Anaheim chaque jour. Il parcourt le chantier de long en large, aboyant ses ordres. « Déplacez-moi ce chapiteau, il barre la vue du château. Vous pouvez m'agrandir ce lac? Déplacez la carcasse du train de 15 mètres. Cet arbre est trop près du trottoir, on va le décaler. » Peu importe si l'arbre en question pèse 15 tonnes. Il était là tous les jours, il surveillait tout. Mais il n'était jamais inquiet, jamais négatif. Il encourageait ses troupes, il réfléchissait à des solutions. Walt s'intéresse à chaque brin d'herbe, à chaque feuille d'arbre. Il s'intéresse à l'agencement de chaque chose. Il s'implique dans toutes les attractions. Les exigences constantes du grand patron pénalisent le projet, tout comme son entêtement à vouloir ouvrir Disneyland le plus vite possible. 6 semaines avant la date d'ouverture prévue, c'est la panique. L'entrée du parc n'est pas encore paysagée, la rue principale pas encore pavée, le château inachevé. La croisière dans la jungle est opérationnelle, mais les animaux robotisés ne sont pas encore installés.
Alors que l'inauguration approche, moins de la moitié des attractions sont prêtes à accueillir les visiteurs et les membres du comité directeur militent pour retarder l'ouverture du parc. Mais Walt Disney n'a que faire des défaitistes. Il continue de pousser la cadence. Dans les dernières semaines du chantier, le nombre d'ouvriers est triplé, passant à 2500 hommes, dont beaucoup travaillent 16 heures par jour. Le coût s'envole à plus de 17 millions de dollars, soit plus de 3 fois le budget initial. Beaucoup de choses ont été terminées in extremis. Une grève des plombiers était prévue dans le comté d'Orange la veille de l'inauguration. Walt a dû choisir entre finir les toilettes ou les fontaines à eau. Il a opté pour les toilettes, bien entendu. Les gens peuvent toujours s'acheter un soda, explique-t-il, mais pas faire pipi dans la rue. C'était fascinant de voir à quel point Walt était excité juste avant l'ouverture du parc. On aurait dit un papa tout fier. C'était Walt à son meilleur. Il débordait d'enthousiasme à l'idée de réussir son pari et il entraînait tout le monde derrière lui. La veille de l'inauguration, le parc bourdonne comme une ruche. La chaîne ABC installe ses caméras et répète pour la diffusion du lendemain, qui se veut l'émission en direct la plus ambitieuse jamais réalisée. Une équipe d'ouvriers tente désespérément d'extirper l'éléphant mécanique de 400 kg qui s'enfonce peu à peu dans la rivière de la jungle. Une autre ajoute des poids en plomb à l'avant du petit train pour stabiliser la locomotive. Les peintres se préparent à travailler toute la nuit. Walt Disney lui-même met la main à la pâte en aidant à finir la peinture des décors de l'attraction 20 000 lieues sous les mers. À 3 heures du matin, il est encore là, veillant à tout et donnant ses dernières consignes. « Il faut de nouveaux décors sur les trains, trouvez-moi un dessinateur !» Le 17 juillet 1955, une journée particulièrement chaude commence à Anaheim, en Californie. Le mercure frise déjà les 37 degrés lorsqu'on apprend que la circulation vers le parc forme un bouchon de 11 km sur Harbor Boulevard. Dans l'après-midi, lorsque les portes s'ouvrent, c'est une véritable marée humaine qui déferle. Beaucoup de visiteurs agitent de faux tickets d'entrée. You are now in the press room of Disneyland, which is equipped to service over 1,000 members of the worldwide press here to cover this truly great event. And to start the proceedings, we take you to the entrance of Disneyland and your host, Art Linkletter. Well, this job in the next hour and a half is going to be a delight. I feel like Santa Claus with a $17 million bundle of gift packages all wrapped in whimsy and sent your way over television with the help of 29 cameras. Dozens of crews and literally miles and miles of cable. Now, of course, this is not so much a show as it is a special event. Hello, Walt. Hello, Governor. Hi. Boy, how did the run go? Oh, fine, fine. The governor had her around through Frontierland, and then Fred Gurley there, he took her around. I picked her up and brought her in. Highballing in, boy. Le parc était truffé de dizaines de caméras. La télévision espérait se déplacer d'un endroit à l'autre, histoire de montrer l'intégralité des lieux. Ça a marché à moitié. À cette époque-là, la technologie de diffusion en direct était encore balbutiante. Il y a eu pas mal de ratés. Bob Cummings up in the pirate ship. We're back to you, boy. Oh, you're waiting for me? Oh, thank you. Everybody is waving at Bob Cummings over here, so I guess I'm back on. Well, ladies and gentlemen, it's Bob Cummings again, back with you. And like the Peter Pan fly-through, words of dedication. A vista into a world of wondrous ideas.
signifying man's achievements? I thought I got a signal. Ce dimanche-là, l'émission de Disney bat des records, avec un nombre de spectateurs multiplié par 2. Près de la moitié de la population découvre Disneyland depuis le confort de son canapé, ce qui a quelques avantages. Fantasyland est fermé en raison d'une fuite de gaz voisine, et l'attraction Le Voyage de Monsieur Crapaud est victime d'une panne électrique. Il faisait une chaleur épouvantable. Ce n'était vraiment pas de chance. Le bitume était encore frais et les talons aiguilles des filles s'enfonçaient dans l'asphalte. Il y avait tellement de queues qu'on a renoncé à manger, parce que ça n'avait plus de sens. On nageait en plein cauchemar. C'était affreux, horrible. Le bruit courait que certaines vedettes d'Hollywood laissaient échapper des mots que les enfants ne devraient pas entendre. Parmi la foule, une nuée de journalistes noircissent leurs carnets avec le récit des incidents et des mésaventures qu'ils publieront le lendemain. Walt n'en a cure. Plus tard, sa fille Diane dira qu'elle ne l'avait jamais vu aussi heureux. Walt, you've made a bum out of Barnum today, but we've got to go. I know, but I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and everybody that helped make this dream come true. Let's go into Fantasyland and have some fun. Let's go. Goodbye, folks. Disneyland ouvre au public dès le lendemain de l'inauguration. Les visiteurs n'hésitent pas à faire 2 heures de queue ce matin-là pour avoir la chance d'être les premiers à passer les grilles. Au cours des 10 premières semaines, le parc attire 1 million de personnes. Très vite, la barre des 5 millions de visiteurs par an est franchie et le paradis de Disney devient une étape incontournable pour les dignitaires étrangers de passage. Le Premier ministre indien Nehru s'y rend, tout comme le roi et la reine du Népal, le Shah d'Iran et d'autres dirigeants politiques d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine. On voit même le premier secrétaire soviétique, Nikita Khrouchtchev, tempêter lorsque le département d'État américain prétexte des problèmes de sécurité pour annuler sa visite. Ces chefs d'État voient le parc comme un condensé de l'imaginaire américain, une sorte de que sais-je de l'histoire et de la culture made in USA. Les concitoyens de Walt Disney, de leur côté, sont séduits par cette nouvelle destination de loisirs et par la promesse simple d'une journée d'évasion, loin des préoccupations et des soucis du quotidien. Quand on entre dans le parc, on passe forcément par cette reproduction idéalisée d'une petite ville américaine. On en perçoit les valeurs, l'ambiance, les idées. Ce que Disney tentait de créer, consciemment ou non, c'était l'image de l'Amérique telle que les gens auraient aimé qu'elle soit. On Tom Sawyer's Island, you see old Fort Wilderness. Shelter and protection for the hardy pioneers pushing ahead into unsettled territory. Off the port bow, a friendly Indian village where members of many tribes gather to perform ancient ceremonial dances. Disneyland est un endroit où on célèbre les idéaux américains. Frontierland, par exemple, est un clin d'œil au passé qui fait totalement abstraction des moments difficiles, de la douleur et de la souffrance. Les Indiens de Frontierland n'évoquent pas la lutte, mais la résolution du conflit. Tandis que Frontierland et Adventureland rappellent le passé et Fantasyland les mondes imaginaires, Discoveryland présente des progrès en sciences et en technologie qui promettent un avenir meilleur. Le tout sous la houlette des grands groupes américains.
Welcome to Monsanto's Plastics Home of the Future. As you entered this experimental model home, perhaps you noticed that the house itself is constructed entirely of plastics. Disneyland propose une vision idéalisée du passé et un regard plein d'espoir sur l'avenir. Le quotidien est oblitéré. Le visiteur est déchargé de tous ses tracas. Le public vient y trouver une perfection qui n'existe pas dans la réalité. C'est curieux de dire qu'une chose est encore mieux que la réalité, car rien n'est au-dessus du réel. Disney nous a aidés à découvrir la beauté des choses factices. Disneyland matérialise un rêve plus grand que nature, et 2 fois plus vrai, s'exclame un journaliste. Un autre salue Disney comme un créateur qui veille sur sa création avec l'assurance d'un maître expérimenté qui a gardé son âme d'enfant. Cependant, quelques critiques se font entendre. Un journal écrit « Le monde, l'univers tout entier et la volonté humaine de dominer la nature et ses instincts, tout cela a été réduit à ce mélange écœurant de formules bas de gamme, bien emballées pour être bien vendues. Ici, la vie est colorée, propre, sans danger, médiocre, inoffensive. » Mais Walt Disney veut que tout soit coloré, propre et sans danger. Il adore son parc. Ce parc était son jouet. Derrière la caserne des pompiers, près de la mairie, il avait un petit appartement. Avec Liliane, il s'y rendait le vendredi ou le samedi soir. Le matin, il se levait tôt, avant l'ouverture au public, pour se rendre à l'une des buvettes qui vendaient du jus d'orange frais. Il y allait en robe de chambre et puis il rentrait à son petit appartement. Il trouvait que c'était l'endroit idéal pour se détendre et échapper à la foule. Sauf que c'était à côté d'une attraction. Toute la nuit, on entendait « aïe, 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 aïe » toute la nuit. Quand on le croisait, on ne reconnaissait pas l'homme qu'on voyait à la télé. Walt passait inaperçu. Avec son polo de golf et ses cheveux en bataille, il pouvait déambuler dans Disneyland totalement incognito. Il faisait régulièrement la queue aussi longtemps que ça durait pour voir une attraction et écouter ce que les gens disaient, au cas où ça lui inspirerait d'autres idées. Un soir, lors d'un dîner, un ami lui souffle qu'il est assez populaire pour être élu président. Walt Disney le fixe d'un air incrédule. « Moi, président des États-Unis? Pourquoi faire? Je suis le roi de Disneyland. » Juillet 1956. Disneyland a ouvert il y a tout juste un an. Walt Disney arrive à Marceline, dans le Missouri, où il a vécu 50 ans auparavant. La ville lui a demandé d'inaugurer un parc baptisé en son honneur, et à la surprise générale, il a accepté l'invitation. Marceline réserve aux 2 frères Walt et Roy un accueil triomphal. Devant la ferveur de la foule, le père de Mickey est aux anges. Tout cela le conforte dans l'idée assez satisfaite qu'il a de lui-même. Il se voit en héros des valeurs simples et inébranlables de l'Amérique moyenne. Après tout, n'est-il pas un gamin de province qui a réussi ? Peu importe que Walt Disney ait passé presque toute son enfance à Kansas City et à Chicago, et sa vie d'adulte à Los Angeles. Pour lui, ses racines sont à Marceline. Là encore, c'est du Disney tout craché. Dans un acte de volonté et d'imagination mêlée, il redessine sa propre enfance aux couleurs du bonheur.
Mark Twain avait sa ville d'Hannibal, Walt Disney voulait sa Marceline. Un endroit où il pouvait jouer, grimper dans son arbre au souhait, écouter les trains filer dans la nuit, des trains qui l'emporteraient n'importe où. Pour lui, tout est né à Marceline. C'est l'endroit qu'il peut désigner comme la ville d'où il vient. Là-bas, le temps semble s'être arrêté. Il peut y revivre son enfance en boucle. C'est ça qui le séduit. La ville lui donne accès à une vision romancée de son enfance. Il peut y retourner et l'utiliser pour mieux comprendre ce que devrait être une enfance idéale. En 1960, Walt Disney est à la tête de l'un des plus grands empires du divertissement au monde. Pour la première fois en 40 ans de carrière, les bénéfices réguliers que lui rapporte Disneyland lui permettent de se dégager de l'emprise des banques. Mais tout en améliorant sans cesse son parc à thème, en supervisant ses émissions de télévision ou la demi-douzaine de films que son studio produit chaque année, il garde un objectif, protéger son héritage. Nous avons créé l'univers Disney dans l'imaginaire du public au fil des ans, explique-t-il à un jeune auteur. Disney, c'est une signature. À l'époque, on ne parlait pas de marque. Walt disait « je suis un symbole ». Il était confronté à cette problématique. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque son nom représente à lui tout seul tout un univers? Walt Disney and Mickey Mouse present the Mickey Mouse Club. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Forever let us hold our banner high, 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 high. Il a commencé à intérioriser l'idée qu'il représentait une chose spéciale. Pas pour ses actionnaires, ce n'est pas envers eux qu'il se sentait responsable. Quand il consolide sa marque, il n'est plus dans la même prise de risque qu'au début de sa carrière. Il nous a invités, Diane et moi, à voir le film « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Il le trouvait formidable. Il aurait rêvé de le faire. On voyait qu'il se sentait bridé, qu'il voulait aller plus loin. One more thing we want you always to remember. M-I-C. See you real soon. K-E-Y. Why? Because we like you. Le monde du divertissement était cadré par l'éthique de Walt, par son esthétique et sa perception de ce que le public familial voulait et nécessitait. Il fallait une fin heureuse, un film ou un parc à thème qui montrait les espoirs des hommes, des héros doués qui gagnaient toujours à la fin, parce qu'il était comme ça. Walt Disney ne s'excuse jamais pour son travail, quels que soient ses doutes. Il lui arrive même de dire, en réécrivant quelque peu l'histoire, qu'il n'a jamais vu ces films comme de l'art, mais comme du show business. Pour lui, leur succès au box-office est la preuve qu'ils répondent à la demande du public. Lorsque la chaîne ABC exprime son mécontentement face à la baisse d'audience de son émission, Disney la déplace sur la grille du dimanche soir de NBC et en conserve la présentation. Il aimait sa célébrité. Il était très à l'aise avec. Il aimait présenter son émission. Il aimait le personnage de l'oncle Walt qu'il avait créé.
On lui écrivait son texte et on le faisait défiler sur un prompteur. Mais il s'en moquait complètement. Il l'ignorait. Il adorait envoyer valser le texte en direct. Time to shoot the final scene. All the cast and all the crew are on stage 2. Il y avait quelque chose de très affable en lui lorsqu'il présentait l'émission. Il était là chaque semaine. Il faisait en quelque sorte partie de la famille. Il vous parlait comme si vous comptiez pour lui. Était-ce vraiment lui? Je ne sais pas. Je veux le croire. J'espère que c'était lui. Et je pense que le public l'espérait aussi. Walt Disney est bien conscient du fossé qui le sépare du personnage qu'il a créé à l'intention du public. « Je ne suis pas Walt Disney », confie-t-il à un ami. « Je fais beaucoup de choses qu'il ne ferait jamais. Walt Disney ne fume pas et ne boit pas, alors que moi, si. » Il aime se dire qu'il est resté l'homme simple qu'il a toujours été. Il se fait couper les cheveux chez le coiffeur du studio, conduit lui-même sa voiture pour aller au travail et emporte avec lui des boîtes de conserve de son chili préféré lorsqu'il voyage à Londres ou sur la Côte d'Azur. Mais il est loin d'être un citoyen ordinaire et il le sait. Chaque fois que Walt passait dans le couloir, il toussait bruyamment. On pourrait croire que c'était parce qu'il était fumeur. Mais en réalité, c'était pour nous prévenir que le patron était dans le coin. Dans Bambi, la phrase « l'homme est dans la forêt » signifiait qu'il y avait du danger. Dès qu'on entendait Walt tousser dans le couloir, quelqu'un disait « l'homme est dans la forêt !» Et aussitôt, tout le monde se tenait sur le qui-vive. Dès qu'il entrait dans une pièce, on entendait les mouches voler. Silence total. Son autorité se déplaçait avec lui. C'était Walt Disney, quand même. Ça ne rigolait pas, il s'asseyait et disait « alors, quoi de neuf ?» Au début des années 60, le studio Disney est au firmament. Les caisses sont pleines. Walt Disney bouillonne d'idées, et il n'a rien perdu de son énergie et de sa combativité lorsque ses projets sont contrariés. Après une querelle sur la négociation d'un contrat, il n'adresse plus la parole à son frère Roy pendant des mois. Pendant les réunions d'écriture, il fume comme un pompier, toujours obsédé par le temps. En général, il se montrait patient. Mais quand quelqu'un était à côté de la plaque, il levait un sourcil et ses doigts tambourinaient sur le bureau. C'était un signe. Walt était avare de compliments. S'il était content, il lâchait juste un « ça va marcher ». Décrocher un « ça va marcher » de sa part, c'était bon signe. La réunion était réussie. Il pouvait se montrer très dur si on n'allait pas dans son sens. Il était capable d'être très violent. Si on lui disait, par exemple, « Non, ça ne marche pas, je n'aime pas », il rétorquait, « Si vous n'avez pas de solution pour faire mieux, bouclez-la ». C'était cinglant. En 7 années de collaboration, je ne l'ai vu que 2 fois démolir quelqu'un et je me suis juré de tout faire pour qu'il ne me passe pas un tel savon. Mais ceux qui étaient visés le méritaient. J'en suis témoin. Quand il décidait quelque chose, il fallait obéir, qu'on soit d'accord ou non. C'était le patron quand même. Il n'avait pas totalement les pieds sur terre. Il voulait ressembler à son image, celle d'un homme sympathique et chaleureux. Mais c'était faux. On ne fait pas tout ce qu'il a accompli en étant un ange. C'était quelqu'un d'exigeant. Il n'a jamais surmonté ses contradictions. En dehors de sa famille, Walt Disney a peu d'intimes et laisse peu de place aux relations amicales.
Pourtant, il cherche la reconnaissance, l'amour et les éloges avec une avidité que d'aucuns jugeraient pathétique chez un homme moins brillant. À 61 ans, bien qu'il ait remporté plus d'Oscars que n'importe quel autre producteur de cinéma, il s'agace de n'avoir jamais décroché le plus convoité de tous, celui du meilleur film. En 1963, la rumeur se répand qu'il entreprend avec les studios Disney un nouveau grand projet. Mary Poppins s'inspire du roman préféré de ses filles. C'est un projet auquel il pense depuis 20 ans, depuis l'époque maintenant révolue où le succès mondial de Blanche-Neige lui avait ouvert des possibilités illimitées. Le souvenir de ces jeunes années semble le tirailler. Il n'y avait pas d'animation dans Mary Poppins. Un jour que nous discutions d'une scène, Walt me dit « Tiens, Ron, va chercher la deuxième bobine de Mélodie du Sud. J'aimerais que l'équipe voie la scène à environ 1 minute du début de la bande. » Échange de regards incrédules dans la pièce. On est allé en projection et la scène exacte était un mélange de film et d'animation. Walt s'est levé et il est parti sans un mot. 3 semaines plus tard, rebelote. « Ron, passe-nous cette bobine. » Quand la lumière s'est rallumée, il a dit à l'équipe « J'ai une idée d'animation. » Ce qu'il aimait, c'était les histoires. Les chansons devaient porter l'histoire, la développer. C'était très important à ses yeux. The children must be molded, shaped and taught that life's a looming battle to be faced and fought. Mary Poppins n'est pas une histoire d'enfant, mais celle d'une famille dysfonctionnelle qui ne s'occupe pas de son bien le plus précieux, ses enfants. Walt savait que c'était ça le sujet du film. It's time they learned to walk in your footsteps. My footsteps. To tread your straight and narrow path with pride. With pride. Tomorrow, just as you suggest, pressed and dressed, Jane and Michael will be at your side. Splendid! You've hit the nail right on the... At my side, where are we going? To the bank, of course, exactly as you proposed. I proposed? Of course. Now, if you'll excuse me, tomorrow's an important day for the children. I shall see they have a proper night's sleep. Mary Poppins sort à l'été 1964. Le film fait sensation. Walt Disney refaçonne totalement le personnage du père, sévère et distant, qui se transforme miraculeusement en papa attentif. With tuppence for paper and strings, you can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Nombre de vos films ont touché le cœur des spectateurs à travers le monde, lui écrira Samuel Goldwyn, le producteur légendaire. Mais aucun d'eux n'a à ce point tous les ingrédients d'un grand film. Il a réussi à produire le film qu'il souhaitait, dont le sujet est la famille. La famille qui se retrouve. Ce faisant, il reste fidèle à ses convictions, telles qu'on les retrouve dans tous ses films. Mary Poppins reçoit 13 nominations aux Oscars, dont une pour le titre que Disney convoite depuis toujours, celle du meilleur film. Mary Poppins est une sorte d'adoubement. Walt Disney est enfin accepté par ceux dont il cherchait l'approbation.
L'Amérique qui accueille Mary Poppins est bien différente de celle qui a applaudi Mickey, Blanche-Neige et Pinocchio. Les teenagers américains découvrent les Beatles, Bob Dylan et James Brown. Et les premiers raids américains s'abattent sur le Vietnam. Le pays tout entier est bouleversé par le combat pour les droits civiques. Les images des émeutes de New York et de Los Angeles, comme les intimidations racistes du Sud profond, sont diffusées dans tous les foyers du pays à travers le petit écran. Le fossé s'élargit entre l'Amérique de Disney et ce qui se passe réellement dans le pays. Les fissures de la société apparaissent au grand jour. Les défenseurs de Walt Disney soulignent que ces films sont des sanctuaires de décence et de salubrité dans l'océan de sexe et de sadisme créé par les producteurs d'Hollywood. Makes you feel proud, doesn't it? Right on there! Oh, Ned, look out! Mais les critiques l'éreintent. C'est un monde factice, écrit l'un d'eux, où l'imagination des enfants est matraquée par la médiocrité. Insipide, bêta, sans aucune diversité ethnique ou autre, il est identifié au système de valeurs des classes moyennes blanches et protestantes. Beaucoup de ceux qui trouvaient les productions Disney des années 30 visionnaires lui reprochent à présent d'être conservatrice et rejettent ses valeurs. Il est vrai que le succès commercial de Disney s'appuie sur un certain nombre de valeurs traditionnelles, parfois jugées racistes ou sexistes. À bien des égards, Disney a tout simplement ignoré les grandes différences de notre société. Il a voulu les effacer et n'a pas inclus les populations marginalisées. Betsy, no wife of mine is going to work. Not as long as I have a spark of life left in my body. Disney est conscient des critiques qu'il suscite, mais il ne compte pas changer pour autant. Un certain Bosley Crowther, qui était critique de film au New York Times, a jugé ce film fleur bleue. Plein de bons sentiments. Mièvre. Ce jour-là, je déjeunais justement avec Walt. Vous avez lu la critique? Oui, me dit-il. Et ce monsieur doit comprendre que j'adore les bons sentiments. Je suis totalement fleur bleue. En 1965, le bruit commence à courir que le pape de l'animation achète d'immenses parcelles de terrain au cœur de la Floride. Lorsque sa société s'apprête à devenir publique, elle possède déjà près de 11 000 hectares, soit une surface plus vaste que l'île de Manhattan. Walt Disney will bring a new world of entertainment, pleasure, and economic development to the state of Florida. Walt Disney. Thank you, Governor. What type of attraction or what type of usage will be made of this great location? We have many things in mind that could make this unique and different than Disneyland. Will it be a Disneyland? Well, I've always said there will never be another Disneyland, Governor. Walt Disney reste très évasif sur les tenants et les aboutissants de ce qu'il appelle le projet futur. Know the basic things that have this, what I call family appeal. Seuls quelques initiés connaissent son objectif, créer un prototype expérimental de la société du futur, baptisé d'après l'acronyme anglais Epcot. Il se dit, bon, j'ai créé la souris Mickey, c'est chouette. J'ai marqué la culture populaire, j'ai fait des films. Mais ai-je vraiment œuvré à quelque chose de véritablement utile? Suis-je juste un bon vendeur qui a créé une culture populaire prête à consommer mais éphémère? Du coup, il se demande ce qu'il va laisser en héritage.
Il se dit, qu'est-ce qu'on peut laisser derrière soi? Que peut-on créer de durable? La ville du futur. Une ville prospère, où tout est possible, pleine d'espoir. Beaucoup de gens en avaient parlé, mais personne ne s'était lancé. Et je crois que Walt pensait que, ma foi, c'était à sa portée. Il a coiffé la casquette du visionnaire qui construit la cité de demain, pleinement opérationnelle. Une ville qui serait un modèle pour les États-Unis, et pourquoi pas pour le reste du monde. Il était totalement passionné par ce projet. Il en parlait avec la flamme d'un astronaute de retour d'un voyage sur la Lune. No city of today will serve as the guide for the city of tomorrow. Epcot will be a planned environment, demonstrating to the world what American communities can accomplish through proper control of planning and design. Le plan de Walt Disney prévoit un centre-ville très dense, avec hôtels et bureaux, une ceinture verte pour les loisirs et une zone résidentielle aérée, dotée d'écoles, de parcs et d'aires de jeu. Le tout harmonieusement relié par des transports publics efficaces et pratiques. Une vision idyllique du progrès, façon Disney. Il voulait que toutes les grandes compagnies américaines aient leur centre de recherche et de développement au sein de cette ville pilote, tous, les uns à côté des autres. Imaginez General Electric à côté de Ford, de General Motors. Tous les services de recherche de ces grandes compagnies auraient été tout proches. But most important, this entire 50 acres of city streets and buildings will be completely enclosed. In this climate-controlled environment, shoppers and theater-goers and people just out for a stroll will enjoy ideal weather conditions. Walt avait étalé les dessins de cette ville du futur sur la table et nous discutions du projet. Il nous indiquait ce qu'il y aurait ici ou là. Et puis il a tapoté la carte d'un drôle d'air. Là, je mettrai un banc et Lily et moi, nous nous y installerons pour voir passer les gens. Le projet était monumental, mais il y voyait déjà son propre banc. À l'été 1966, Walt Disney s'accorde un moment rare. Il quitte son studio pour 2 semaines de vacances avec son épouse, ses filles Diane et Sharon, et leur famille. Un ami lui avait prêté son yacht pour découvrir la côte canadienne jusqu'en Alaska. Il y avait Sharon, Bob et leur bébé. Et puis tous nos enfants. Sa cabine était contiguë à la nôtre. On l'entendait tousser toute la nuit. Diane était très inquiète. Mais il s'est bien amusé. Il a dit, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Welcome to a little bit of Florida here in California. This is where the early planning is taking place for our so-called Disney World Project. Le 27 octobre 1966, Walt Disney passe la journée sur le plateau du studio pour tourner le film de promotion de son nouveau projet. Il a 64 ans. The most exciting, the most important part of our Florida project, in fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it Epcot. Totalement épuisé, il doit respirer de l'oxygène entre chaque prise. Prototype community of tomorrow. Il n'avait pas l'air bien. Il n'était pas bien. Il rouspétait presque sans arrêt.
Dans le studio, les gens disaient « Bah, il doit être un peu malade ». Sa vieille blessure de polo le fait souffrir. Il a mal au cou, à l'épaule, sa hanche l'élance et il traîne parfois la jambe en marchant. « J'ai les nerfs à vif », confie-t-il à Hazel George. « La douleur me rend fou. » Il se résout enfin à consulter. Une opération de la colonne vertébrale est planifiée. Mais lors des examens préliminaires réalisés à l'hôpital, juste en face de ses bureaux, les médecins découvrent une masse sur l'un de ses poumons. Le diagnostic tombe, c'est un cancer. Et le pronostic est mauvais. Les médecins lui donnent à peine 2 ans à vivre. Walt, toujours optimiste, pensait qu'il vaincrait la maladie. Il disait « J'ai vu des gens fumer toute leur vie sans avoir le cancer des poumons. Je pensais que ça ne m'arriverait pas. Eh bien si. » On ne nous a rien dit. Peut-être que le premier cercle savait que c'était grave, mais pas moi. Un jour, alors qu'on visionnait des rushs, Walt est passé. Quand il nous a croisés dans le hall, il nous a lancé « C'est bien, continuez les amis ». C'était la première et unique fois qu'il nous complimentait sur notre travail. Il nous a fait un clin d'œil et il est parti. Le lendemain, Walt Disney ne retourne pas au studio. Il est admis à l'hôpital. Roy se levait très tôt tous les matins pour aller le voir. Walt se plaignait toujours d'avoir les pieds glacés. Alors son frère se plaçait au bout du lit et les lui frictionnait pour les réchauffer. Le soir du 14 décembre 1966, Walt Disney demande à son épouse Lillian de le ramener chez eux. Il lui assure qu'il se sent mieux. Roy s'attarde au chevet de son petit frère. Il l'écoute tandis que celui-ci, allongé sur son lit, montre les carreaux du plafond en lui expliquant sa vision de Disney World et de sa ville du futur. Ici, il y aura une autoroute, explique-t-il, et là, un monorail. Je suis descendue me faire couper les cheveux. Dans le salon de coiffure, la fille qui s'occupait de moi a dit « C'est triste pour Walt ». J'ai répondu « Il va s'en sortir, il sera là la semaine prochaine ». Non, il est mort. J'ai bondi de mon siège, je me suis précipitée chez moi. Ma mère et ma cousine étaient prostrées. Elles n'arrivaient même pas à parler. Ça a été une journée terrible. J'étais en face au studio. Je me suis précipité. Il n'était plus. J'ai entendu une des secrétaires crier et courir dans le couloir. J'ai ouvert ma porte et j'ai vu la cohue dans le hall. Walt est mort. Personne n'y croyait. On s'est tous réunis dans le bureau de Bill Anderson. Tout le monde pleurait. Moi aussi. C'était terrible. Vraiment horrible. J'étais dans mon bureau, à l'atelier des maquettes, quand John Hench est venu m'annoncer la mort de Walt. Tout le monde était sidéré. On aurait dit la fin du monde. Tout s'écroulait.
Walt Disney is dead tonight at the age of 65. Had undergone surgery last month for removal of part of his left lung after a 4 Emmys, the Irving Thalberg Award. Walt Disney, Hollywood's Prince of Fantasy. Le lendemain, la nouvelle de la disparition de Walt Disney fait la une des médias du monde entier. Of his success, Disney has said there's no magic formula. Children all over the world have one thing in common, love of laughter. Dans l'année qui suit, près de 7 millions de personnes visitent Disneyland. Ils sont des dizaines de millions de par le monde à écouter un disque de Disney, à acheter un produit Disney ou à regarder son émission de télévision. Et des centaines de millions à voir l'un de ses films. Cette idée du bonheur, de l'identité américaine, voilà ce que Disney offre à ceux qui les cherchent. Pour les uns, c'est l'homme qui a ruiné la culture américaine en nous inondant d'images factices. Pour d'autres, c'est un homme qui nous a inspirés et qui nous a offert des heures et des heures de divertissement. Au-delà de l'homme, Walt Disney est une figure symbolique. Il représente un idéal de vie à l'américaine. On le hait ou on l'adore, mais on doit reconnaître son impact sur la culture du XXe siècle. Comment devient-on adulte? Que veut dire laisser l'enfance derrière soi? Comment appréhender la mort? L'homme a toujours été confronté à ces questions, dans toutes les cultures. Disney fait appel aux vieux mythes, aux vieilles questions qui sont profondément ancrées en nous. Quel est le sens de la vie? Quelles sont nos origines? Comment découvrir qui nous sommes? Il nous touche tous. Personne ne peut être insensible à Walt Disney. La culture américaine ne compte pas tant de personnalités qui couvrent autant de domaines, qui ont accompli autant de choses que Walt Disney. Il comprenait l'esprit américain. Il a anticipé son évolution. Il a compris beaucoup de choses sur nous.